Bonjour à toutes et à tous, désolé pour le léger retard de ce direct, mais ce sont les aléas du direct, comme on dit. Alors, au cœur de la performance des entreprises, les ventes, après tout, le plus beau des produits, la plus belle des solutions, le meilleur des services ne trouvera son marché et ses clients qu'à condition que l'équipe commerciale adopte la meilleure stratégie et la stratégie la plus optimale. Let's talk about sales. Parlons des ventes et commerce B2B pour tenter de répondre aux défis des entreprises en matière commerciale au moment où tout se transforme. Vous l'avez vu, tout se transforme sous la pression d'événements extérieurs souvent, sous la pression des data également, du digital et des changements du comportement et des usages des clients, bien entendu. Pour nous éclairer, plein de professionnels viendront parler. Mais pour commencer, Jean Muller, JC2Co, VPL Sales, Intelligence. C'est bien ça. Et aussi président des dirigeants commerciaux de France. C'est bien ça? Oui, c'est ça. On connaît JC2Co. Ouais. On connaît peut-être moins les dirigeants commerciaux de France. Vous devriez, vous. Vous devriez, c'est vrai. Dans la salle connaissent. on a des personnes avec nous à la salle. Un mot sur cette organisation? C'est une organisation qui a un mouvement associatif, qui a 92 ans et qui rassemble 2500 dirigeants commerciaux, à la fois pour 50% des managers, des directeurs commerciaux et pour 53% des dirigeants d'entreprise de plus petite taille qui sont eux-mêmes les patrons commerciaux de leur entreprise. Ouais. Et qui a pour vocation de valoriser la fonction commerciale, faire naître une filière d'excellence, puisque il y a d'ailleurs un article des Échos très intéressant là, qui est paru le 11 mars sur les métiers qui seront le plus en pénurie en 2030 et sur les 14 métiers les plus pénuriques. Voilà, il y en a 2 qui concernent la fonction commerciale, les vendeurs d'un côté et les ingénieurs et managers technico-commerciaux de l'autre. Donc on a 100 000 postes à pourvoir chaque année. Nos entreprises ont besoin de managers. Il y a du boulot. Voilà. Il faut aller vendre après tout le plus beau des produits. Vous êtes d'accord avec moi? Le plus beau des produits, la plus belle des solutions. S'il n'y a personne pour la vendre, ça posera problème. Alors justement, on parlera RH tout à l'heure avec 2 invités. Première question pour vous, Jean Muller. Votre vision sur les changements justement de la fonction commerciale aujourd'hui? Peut-être on peut rappeler que c'est une fonction qui est née au moment où l'homme est passé de cueilleur, chasseur à éleveur, agriculteur. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est une fonction qui est noble, on ne le dit pas assez, qui était à l'origine des plus grandes innovations, la roue, l'écriture. C'est une fonction qui s'est développée, qui correspond à tous les grands moments de prospérité. Et comme on vit actuellement un conflit qui nous interpelle beaucoup, il montre à quel point, finalement, le seul lien qui nous reste encore aujourd'hui avec le président russe, c'est le commerce. Finalement, si la Russie n'était pas un producteur de gaz et un producteur de blé, eh bien, on n'aurait plus aucun contact et probablement que... C'est plus facile. Voilà, les échanges commerciaux sont souvent à l'origine en tout cas, parce que pour discuter, enfin pour échanger, il faut rencontrer l'autre. Il faut interagir avec lui, on ne peut pas se faire la guerre. Voilà. Alors, changement sur la fonction commerciale, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui est saillant selon vous sur le métier? Alors, je pense qu'il y a deux événements importants qui ont accéléré sa transformation ces dernières années. Bien entendu, c'est d'abord la révolution Internet, parce que la révolution Internet, elle a fait que le client il a accès à toutes les sources d'informations, donc il a pris le pouvoir. Cette révolution Internet, elle a également transformé la façon d'interagir, puisque le père est devenu l'expert. C'est-à-dire qu'auparavant, avant Internet, c'était le commercial, le manager commercial qui amenait de l'information, qui amenait de l'expertise. Aujourd'hui, le client ayant accès à toutes les sources d'information, ayant accès à tous les commentaires, qu'on soit en B2C ou en B2B, issus de l'expérience des autres intervenants. À l'avis du client, y compris en B2B, il intervient. C'est-à-dire que ce n'est pas que pour choisir son voyage, c'est pour choisir des solutions industrielles. Là aussi, l'opinion compte. Absolument. Et il y a une autre conséquence qu'on a d'abord connue en B2B et qu'on voit maintenant naître en B2C, c'est que le client aujourd'hui recherche une solution sur mesure. On vit à l'ère de l'hyper-personnalisation. Et donc, c'est une formidable opportunité pour la fonction commerciale parce qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus en amont dans la chaîne de valeur des entreprises. Je m'explique. Si on veut customiser à outrance, aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, vous avez des centaines d'options possibles, ça veut dire que la voiture, on va la produire, mais une fois qu'elle aura été préalablement vendue. Et donc, ça veut dire que notre fonction, elle est de plus en plus en amont dans la chaîne de valeur des entreprises, elle est de plus en plus stratégique, et donc, elle nécessite des qualités
extrêmement enrichi par rapport à ce qu'on a pu connaître les années Commercial précédentes. augmenté, quoi. Absolument. Plus absolument, qu'augmenté, d'ailleurs. Exactement. On a fait le tour sur l'évolution. Bon, ça, c'en est une. Et puis, il y a une dernière, C'est la ça. dernière crise qui est la crise sanitaire. Forcément, on n'était plus en capacité de rencontrer physiquement ses clients. Donc, c'est le développement de ce qu'on appelle le remote selling, donc la vente à distance. Il y a une explosion du e-commerce en B2C, mais aussi en B2B. Et on voit que les transactions s'automatisent, qu'aujourd'hui, le rôle du vendeur, c'est plus tellement de réaliser des transactions, c'est plutôt de co-construire des solutions à forte valeur ajoutée. Donc, toutes les crises, elles accélèrent les transformations. Et la crise de la Covid, elle va accélérer l'automatisation des transactions. Et là aussi, c'est une vraie opportunité pour la fonction parce qu'elle est encore plus stratégique. Elle nécessite encore plus d'expertise et d'intelligence. C'est pour ça on arrive aujourd'hui à ce que j'appelle l'ère de l'intelligence commerciale. Sales Intelligence, un concept que vous appréciez, qui est votre titre d'ailleurs. Alors expliquez-nous ce concept, j'imagine que tout le monde le maîtrise, mais ça vaut le coup peut-être de revenir dessus. Alors malheureusement tout le monde ne le maîtrise pas parce qu'il n'est pas enseigné et on y travaille avec les amis d'ESF qui sont notamment dans la salle. Alors vous avez compris, je montre des gens qui sont dans la salle, qu'on ne voit pas, il n'y a pas mais ils sont nombreux. Non mais c'est un grand plateau. C'est un grand plateau, c'est vrai. Ah mais si, on les voit, voilà, on fait coucou à la caméra s'il vous plaît, voilà. Frédéric qui sera en plateau avec nous, pardon. Non, je vous en prie. Donc, l'intelligence commerciale, pour la résumer, c'est les 3 compétences singulières, complémentaires, qui permettent aujourd'hui d'être performant commercialement. Et donc, c'est le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir, c'est quoi? C'est tous les niveaux, les très hauts niveaux d'expertise que doivent maîtriser les commerciaux pour comprendre les marchés, les produits, les services. Et c'est pour ça qu'il y a d'énormes plans de formation pour les commerciaux, parce que comme le client il est hyper informé, qu'il a accès à toutes les sources d'information et d'expertise, il faut des commerciaux plus experts. Et surtout, il faut des équipes. Parce que le commercial, hier, il était seul, aujourd'hui, il travaille de plus en plus en équipe. Donc un haut niveau d'expertise, c'est le savoir. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on est dans des marchés hyper saturés, hyper concurrencés, dans des marchés globaux. Et donc, il faut avoir une bonne capacité pour analyser les marchés cibles, les identifier, les segmenter et les adresser. Et donc ça, c'est tous les process qui devraient être mis en place dans les entreprises pour justement être efficients opérationnellement. Donc le deuxième pilier de l'intelligence commerciale, c'est l'efficience opérationnelle, le savoir-faire. Mais ça ne suffit pas. Savoir-faire, il y a le savoir-être. Parce que dans nos métiers, y compris à l'ère de l'intelligence artificielle, il y a cette alchimie entre un acheteur et un vendeur, entre une équipe d'achat et une équipe de vente, qui fait qu'à un moment, on préfère interagir avec Paul plutôt qu'avec Pierre. Et ça, c'est l'intelligence émotionnelle qu'il faut développer. C'est-à-dire la capacité à d'abord bien se connaître soi-même, à comprendre l'autre. C'est pour ça d'ailleurs que c'est hyper important de développer des échanges mondiaux. Parce que quand vous travaillez avec la Chine, quand vous travaillez avec la Russie, quand vous travaillez avec l'Ukraine, quand vous travaillez avec l'Amérique du Sud, vous travaillez avec des cultures, il faut les comprendre, il faut comprendre les besoins. Et pour être en capacité d'interagir avec eux. C'est une montée en gamme, en fait, le métier, la fonction, elle est montée en gamme. Elle n'a jamais autant été aussi difficile, elle n'a jamais fait appel à autant d'intelligence. Parce que où on en avait, souvent on pouvait s'en sortir avec une des 3 hier, mais aujourd'hui, compte tenu de l'hyper-concurrence, il faut maîtriser à minima ces 3 grandes... C'est d'ailleurs dommage que les jeunes ne se ruent pas dans les écoles de commerce sur ces métiers. Alors, ils se ruent dans les écoles de commerce, mais on ne leur explique pas. Donc ça, c'est notre vocation, d'expliquer la richesse de nos métiers, la transformation de nos métiers. Et parce que quand ils sont dans nos métiers, ils s'épanouissent et ils progressent. On a remis les trophées DCF Awards il y a 15 jours à SCP. Et on avait le parrain de DCF Awards qui était le nouveau directeur général de Puma. C'est une belle boîte, Puma, c'est une boîte qui fait rêver les jeunes. Christophe Kans, il expliquait que lui, il était directeur commercial. Il expliquait en quoi un directeur commercial, aujourd'hui, il a toutes les aptitudes pour prendre la direction générale. Pendant quelques années, c'était des ingénieurs qui devenaient les patrons des boîtes. Puis après, c'était des financiers. Aujourd'hui, c'est les directeurs commerciaux qui vont prendre. Parce qu'il y a besoin de business, il y a besoin de développement, il y a besoin de relance. Que des bonnes nouvelles pour les commerciaux. Alors, comment susciter justement des vocations? C'est chez les jeunes, c'est cette nouvelle génération qui est entre quête de sens et se construire un parcours un peu sur mesure. On voit bien que là aussi, il faut trouver son chemin pour la fonction. En expliquant, en faisant preuve de pédagogie et en faisant témoigner les parcours de ceux qui ont réussi, qui se sont épanouis dans ces métiers. Ils sont nombreux? Ils sont très nombreux. En tout cas, nous, on est déjà 2500 au sein du mouvement de dirigeants commerciaux. Donc, on a beaucoup de témoignages potentiels pour, effectivement, c'est dire. Parce que, de toute façon, la guerre des talents, c'est probablement le premier enjeu de toutes les entreprises aujourd'hui. Il y a une pénurie de matières premières d'un côté, parce que la crise a été sévère, mais la relance a été extrêmement rapide. Mais il n'y a jamais eu autant de pénurie des talents. Et on voit bien que le taux de chômage y baisse. Alors, il reste élevé en France, quand on se compare à nos concurrents qui sont au plein emploi, l'Allemagne, l'Angleterre, même avec le Brexit,
c'est à peine 5% de taux de chômage, mais il y a une vraie guerre des talents. Et c'est pas que, particulièrement dans le métier, mais pas que dans le métier. Donc, on a besoin de communiquer. C'est un des objectifs du mouvement des dirigeants commerciaux de France. Et au fond, cette injonction contradictoire, hein, le commercial, il a affaire à de la très haute technologie, les data, les technologies de connectivité, tout ce qui est en relation avec les équipes, mais également justement ce savoir-faire ou ce savoir-être dont vous parliez. C'est peut-être aussi ça la difficulté. Il ne suffit pas que de maîtriser des techniques, que de maîtriser un catalogue, il faut autre chose. Oui, par exemple, nous on milite pour que à l'école, on identifie non seulement le quotient intellectuel des enfants, mais aussi le quotient émotionnel. Parce que le gamin qui va se lever, qui va être curieux, qui va poser des questions, on va avoir tendance à un peu à le mettre de côté, à lui dire non mais calme-toi, reste au fond, arrête de bouger, va au coin. Alors qu'il exprime une forme d'intelligence qu'il faut reconnaître aujourd'hui. Et nous, dans nos équipes, on a besoin d'avoir ces talents dans la relation humaine, dans la relation qui ont cette capacité, cette intelligence émotionnelle qui leur permet de rentrer en connexion plus facilement avec les autres. Une question de culture, hein, sans doute, hein, parce que le commercial, il est incentivé. Il est, comment dirais-je, il est intéressé à ce qu'il fait. C'est aussi ça. Ça change. En France, on a culturellement peut-être aussi une tradition. Oui, mais ça change beaucoup parce que les études montrent que la motivation intrinsèque, elle est plus forte que les motivations extrinsèques. Et nous-mêmes, les directeurs commerciaux, on a souvent, ou les chefs d'entreprise, on a souvent voulu trop manier. Je pense, hein, ça c'est trop souvent où le bâton et la carotte. Et aujourd'hui, les jeunes générations, elles ont bien raison, elles sont en quête de sens. Ils ont besoin de comprendre leur contribution. Et finalement, bien sûr qu'il faut faire en sorte que nos commerciaux soient d'abord heureux, qu'on développe leur bien-être et leur sécurité. Mais quand vous voulez recruter un jeune talent d'une école et que vous lui dites tu as 25 ou 30% de ta rémunération qui va être variable, vous ne le mettez pas en sécurité suffisante, il va préférer un métier où il va être en sécurité parce qu'il a envie de faire l'acquisition de son premier appartement, etc. Donc je pense qu'il faut aussi que nous, on révise un peu et peut-être qu'on appuie un peu plus sur la motivation intrinsèque par rapport aux motivations extrinsèques. Donc c'est bon, les commerciaux, c'est pas des animaux. Ils regardent pas que la voiture de fonction et la prime. Non, mais parce que sinon on en fait des individualistes au moment où nous on a besoin d'avoir des gens qui ont la tête bien faite et qui savent surtout travailler en équipe. Parce que si on ne sait pas travailler en équipe aujourd'hui, on est peu de choses face aux enjeux de nos clients. On rappelle aussi un dernier point qui est pas sans importance, c'est que la fonction commerciale, c'est un véritable ascenseur social. On peut commencer sur le terrain et c'est vrai que si on cartonne, finalement on est happé par des fonctions plus importantes. Et pourquoi pas à la direction générale, comme vous le disiez, c'est ça. Absolument. On a vu des parcours commerce, terrain qui sont montés au sommet. C'est des histoires que vous avez connues. GJC Decaux, ça doit être typiquement le genre d'histoire que vous avez connues. Absolument, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Ça fait rêver. Hein. Commerce, on commence avec sa bagnole sur le terrain et puis on prend la direction commerciale régionale, puis nationale, puis après ça va jusque plus haut. Alors Jean Muller, on a des invités qui vont parler RH avec nous, vous le savez, parce que c'est un sujet auquel vous tenez. Et on voit bien de toute façon que c'est un métier où le savoir-être et l'homme et la femme qui est derrière le commercial est essentiel. On va parler RH et recrutement tout de suite avec nos deux invités. Vous restez là avec nous? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Alors mon cher Jean, on va poursuivre. Comment adapter son équipe commerciale face aux défis auxquels les entreprises sont confrontées? La vision du commerce évolue, vous l'avez dit. Les techniques connaissent une révolution sans précédent et les nouvelles solutions elles doivent aussi être vendues de manière différente. Alors nous sommes très clairement, vous l'avez dit également, dans un moment pénurique en matière de talent et de compétences, voire de problématiques d'image à renouveler pour la fonction commerciale. Comment faire ? Comment on va faire? Moi, j'ai la solution. J'ai les deux experts qui sont avec moi. Olivier de Préville, que je connais bien, qui est le fondateur d'Headhunting Factory, un chasseur de tête qui va chercher les commerciaux où qu'ils se nichent, où qu'ils se cachent. Surtout, il nous le dira tout à l'heure. Bonjour Olivier. Bonjour Gilbert. Fonction commerciale, c'est un terrain de chasse important aujourd'hui pour les entreprises. C'est un terrain de chasse important. Ça fait partie, comme le disait Jean, des 5 métiers les plus pénuriques aujourd'hui dans différents secteurs. Et les commerciaux touchent tous les secteurs. La particularité, c'est quand vous avez un domaine pénurique dans l'industrie pour des techniciens de maintenance, les techniciens de maintenance ne sont que dans l'industrie.
alors que les commerciaux sont dans tous les secteurs d'activité. Ils peuvent passer d'un secteur à l'autre, hein, après tout, le talent. À côté de vous, qui est à côté de vous, Olivier? Frédéric Vandeuve, vous connaissez Halifax, Très le bien, fondateur bien d'Halifax, sûr. cabinet conseil qui conseille beaucoup d'entreprises sur leur stratégie commerciale. Bonjour Frédéric. Bonjour Gilbert. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Jean? J'adore, je suis un grand fan. J'étais à sa conférence à l'ESCP avec, Ah oui, d'accord. il y a Vous êtes quelques copains en semaines, réalité, c'est ça. avec Edouard Philippe. Non, On non, va mais parler quand même sérieusement de sujets très importants. Olivier, on va revenir sur cette pénurie de talents. C'est vraiment. Vous me disiez quand on préparait l'émission, c'est une nouvelle ère. On est sur un marché très clairement extrêmement tendu et les commerciaux sont devenus extrêmement rares au fond. Est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que j'entends ça depuis longtemps. En plus, Alors, hein. il n'y a pas que les commerciaux. On parle beaucoup de pénurie aujourd'hui. Il n'y a pas un magazine tous les jours qui cite en tout cas une pénurie de main-d'œuvre. C'est le problème mondial. 2 points importants. La pénurie, enfin, déjà le mot pénurie, ce que je trouve très amusant, c'est que c'est un mot qui n'est pas dans le dictionnaire, qui n'existe pas. Ah bon? Le mot pénurie, oui, pas le mot pénurique. Ah oui. Bah, ouais. Donc c'est assez drôle. Et la pénurie aujourd'hui, elle touche tout le monde. Mais surtout, si j'étais un peu provocateur, je dirais il n'y a pas de commerciaux pénuriques. Pourquoi? Parce qu'il y a des commerciaux qui sont plus difficiles à trouver, qui ne répondent plus spontanément. Et le marché de l'emploi, c'est deux. D'ailleurs, il y a peut-être une slide là-dessus. Le marché de l'emploi, c'est 2 domaines. C'est le marché visible et le marché caché. Le marché visible, c'est tout simplement, Gilbert, si un jour vous venez à chercher du travail, pas besoin parce que tout le monde vient vous approcher. Et si un jour vous venez à chercher du travail, vous répondriez à des annonces, vous répondriez à des invitations e-mail et vous auriez votre CV sur les job boards. C'est ce qu'on appelle le marché visible. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui ont l'impression, parce que le candidat ne répond pas à leurs sollicitations, il n'existe pas. C'est pas vrai. Le candidat, il existe. Il faut aller le Simplement, chercher. il se sait approcher. Et parce qu'il se sait approcher, il faut savoir quand même, c'est très intéressant, 40% des candidats ne sont pas sur LinkedIn. C'est une information LinkedIn que je trouve très bonne. Ah oui, ça vient d'eux-mêmes. C'est intéressant puisqu'ils ont fait la pub en disant bonne nouvelle, 60% des candidats du marché sont sur LinkedIn. Incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 40% n'y sont pas. 60%, c'est pas mal, Frédéric. Mais oui, mais ça veut dire que 40%. Alors, Olivier, vous avez devancé la réponse à la question d'après, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça avec Olivier. Un mot quand même sur cette. Vous reviendrez sur le profil dont Jean a parlé tout à l'heure, sur moins technique de vente, plus sur capacité à expliquer le produit aussi. Ça, vous y teniez et le profil a beaucoup évolué. Frédéric, un mot aussi sur cette pénurie, mais surtout, il y a une inadéquation, hein, vous me disiez, entre les commerciaux disponibles et les besoins des entreprises. Oui, c'est vrai. Alors, nous, ce qu'on constate effectivement par notre métier, qui est conseil formation commerciale plutôt, c'est qu'il y a une inadéquation. Hein. Il y a un chiffre qui est tenu tous les ans par un organisme qui s'appelle CSO Insights à niveau international et qui montre que d'année en année, les commerciaux atteignent de moins en moins leur objectif. Ah bon. Donc on était à peu près à 2/3 il y a une quinzaine d'années et on arrive aujourd'hui à peine 50%. Ah, il y a une crise entre-temps. Hein, donc, ouais, mais même, alors c'était descendu en dessous, évidemment, avec le Covid, c'est un petit peu remonté. Donc on est en grosso modo à 50%. Donc imaginez, vous avez une voiture qui démarre un jour sur 2, c'est quand même un problème. Donc c'est ce qui se passe dans beaucoup de forces de vente. Il y a une inadéquation et c'est un peu, effectivement, ce qu'expliquait Jean tout à l'heure, c'est cette montée en gamme. Que moi j'appelle la premiumisation de la fonction commerciale et auxquelles sont confrontées beaucoup d'entreprises. Je rajouterais aussi avec un élément qui est, et ça a été évoqué aussi, ce côté de plus en plus vente en équipe, de par la complexité des offres. Tout ça fait que les entreprises de plus en plus font le constat qu'il y a une vraie inadéquation entre une partie de leurs collaborateurs et les attendus des nouvelles fonctions commerciales. On a parfois l'impression, Jean, vous me direz aussi ce que vous en pensez, c'est que le business va bien quand même, puisque alors, la croissance est élevée parce qu'on repart de très bas, mais pour autant, alors, ça veut dire que les entreprises se débrouillent, les entreprises font avec ce qu'elles ont? Je pense que les entreprises, enfin nous on le vit comme ça, on a l'impression que les entreprises avaient une espèce de boîte noire et qu'elles sont vraiment maintenant envie de rentrer dans cette boîte noire, de la décortiquer, de la comprendre. Nous, on fait quasiment la moitié de nos projets où il y a une dimension assessment très très forte. Donc, ce n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Donc, on sent vraiment un basculement, une volonté de la part de nos clients d'aller au bout des choses hein, et des projets d'être pris beaucoup plus de façon stratégique. Jean, ça correspond à ce que vous nous avez dit. Oui, en tout cas, le constat qu'on peut faire, c'est que les entreprises qui avaient mis en sommeil trop longtemps leurs équipes de vente, et qui n'ont pas su monter dans le TGV de la reprise ont beaucoup plus de mal que celles qui, au contraire, ont gardé pendant toute cette période
cette parenthèse de la Covid, un contact client, qui ont anticipé la reprise, parce que la reprise, elle a été extrêmement vigoureuse, donc il ne fallait vraiment pas la louper. Et celles-là sont reparties beaucoup plus vite. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. Nous, on l'a mesuré au travers d'un sondage qu'on fait, un baromètre qu'on a avec Opinionway. Et on voit que les chefs d'entreprise considèrent que la fonction est toujours plus importante et n'ont pas du tout, en très grande majorité, ont envie de continuer à étoffer leur force de vente. Donc ça peut être assez contre-intuitif parce qu'on se dit finalement aujourd'hui il y a de la vente à distance, il y a de l'automatisation des transactions, il y a du self-care et en fait non. Qu'est-ce qu'il faut conclure sur ce que nous a dit Frédéric sur que un commercial sur 2 n'atteint pas ses objectifs? C'est un chiffre assez étonnant. Enfin, qu'est-ce que vous en concluez? C'est un problème de compétence? C'est un problème d'organisation? Ouais, je pense que c'est... Certains disent que c'est à cause des managers qui fixent mal les objectifs. Ah oui, c'est vrai qu'on peut fixer des objectifs n'importe comment, c'est vrai. C'est difficile de... Balancer un peu, dites-nous alors, comment vous ça voyez montre la difficulté, ça montre bien la entreprises. difficulté des affaires et l'hypercompétition, enfin tout ce qu'on a déjà évoqué. Hein. Olivier? Un point important par rapport à ce que vient de dire Jean. En période de crise, vous prenez, moi je suis un très vieux, donc j'ai connu toutes les crises, 93, 94, première guerre du Golfe, deuxième, etc. Bon, Pas 74 alors? Non, pas la toute première. À chaque fois, on disait, la fonction dont on doit se séparer en premier, c'est la communication. Parce que la communication, malheureusement pour ceux qui nous écouteraient, donc les directions de la communication, ce n'est pas prioritaire. Aujourd'hui, on se rend compte, et surtout pendant la période de Covid, que la fonction à laquelle il ne fallait pas toucher en période Covid, et nous on le voit au niveau de tous nos clients, qui ont fait des coupes sombres dans l'ensemble des effectifs, ceux qui n'ont pas touché aux forces de vente ont eu une reprise beaucoup plus rapide. Ben oui, bien sûr. Ceux qui ont touché aux forces de vente en disant « il me coûte cher, il y a des variables, il y a ça », ils ont eu un démarrage, un redémarrage très lent. Ouais. Bah oui, mais c'est comme dans toutes les crises. Si on tarit le recrutement et le vivier de talents, évidemment, quand ça reprend, on est un peu à la peine. Olivier, je reviens sur ce que vous avez dit pour conclure votre précédente intervention. Les talents qu'on recherche ne sont pas visibles. C'est une difficulté aussi pour toutes celles et ceux qui cherchent des talents. Ils se cachent ou ils sont bien dans leur situation, ils ne veulent plus bouger. Quelques chiffres rapides. Aujourd'hui, on a fait une étude dans ma société il y a 2 ans pour savoir à quel niveau d'insatisfaction un salarié, tout poste confondu, décidait de regarder à la fenêtre. À partir de combien d'insatisfaction vous dites « allez, je mets mon CV et je regarde à l'extérieur ». On pourrait croire qu'à partir de 5-10% d'insatisfaction, vous partez. Sur l'ensemble des fonctions, excepté les commerciaux, donc sur l'ensemble des fonctions, c'est à peu près, il faut 40% d'insatisfaction pour que les personnes décident de mettre le nez à l'extérieur. C'est-à-dire que ces gens qui sont insatisfaits dans leur job, si vous n'allez pas les chercher, ils ne répondront pas. Ouais. Chez les commerciaux, c'est 50%. 50% des commerciaux... Quand ils sont bien, ils restent, quoi. Quand ils sont bien, ils restent, mais quand ils sont moyennement bien, ils restent pour certains également. Pour plein de raisons, ça peut être géographique, ça peut être du variable qui est très intéressant, mais il y a un problème avec le patron, mais pour autant on reste, etc. Donc ces gens qui n'ont pas 100% de satisfaction, si vous n'êtes pas capable d'aller directement les chercher, vous ne les aurez pas. Et donc l'ensemble des clients qui disent il y a pénurie, il n'y a pas de candidats, c'est pas vrai. Il y a des candidats, mais simplement il faut changer les méthodes de recrutement. Ouais. C'est ce que vous proposez chez Hunting. Frédéric, il y a aussi une évolution notable des profils. On ne cherche pas un commercial, on cherche un type de commercial. Et ça, si on ne l'a pas compris, évidemment, on se trompe un peu. Bien sûr. Alors, de toute façon, il y a toujours une grande diversité, à la fois des métiers commerciaux, des profils, des contextes d'entreprise, etc. Mais globalement, on voit quand même quelques tendances un peu générales, en tout cas dans les milieux B2B, avec un certain niveau d'offres à valeur ajoutée, on va dire. Le premier, on l'a évoqué, c'est que les processus commerciaux sont de plus en plus disséqués. Et donc, il faut un travail d'équipe. Il y a une dimension technique, il y a les ruptures digitales, enfin, la complexification des offres. La différenciation à outrance des offres, etc. Tout ça fait qu'on ne peut plus vendre tout seul ou difficilement. Donc, si on n'a pas un fort esprit collaboratif, c'est de plus en plus compliqué. On le voit chez beaucoup de nos clients, ça, quand même. Donc ça, je pense, c'est quand même une tendance de fond importante. La deuxième, c'est, bien sûr, la vente, ça reste l'interface avec l'autre, l'écoute, tous les soft skills dont on a parlé. Mais je crois aussi qu'il y a quelque chose qui émerge, qui est important, c'est le côté analytique. Des profils beaucoup plus analytiques, parce que les offres sont beaucoup plus conceptuelles, parce qu'on vend du changement, on ne vend pas juste une nouvelle solution, on vend des changements de pratique chez les clients. Et donc, il faut des gens qui intègrent ça, qui sachent en parler à un certain niveau d'entreprise, parce que ce qu'on appelle le C-level selling,
Si on veut provoquer des changements chez son client, c'est une démarche un peu de consultant. Et donc, c'est des choses qu'il faut aller vendre à un certain niveau. Voilà. Et tout ça existait, ça a été accéléré par le Covid. Et on a vu émerger chez beaucoup de nos clients des nouveaux champions. Par exemple, qui n'étaient pas forcément les meilleurs avant, mais qui se sont révélés finalement beaucoup plus à l'aise avec les outils technologiques, l'interface à distance, beaucoup plus à l'aise à l'écrit, parce qu'il faut faire plus de compte-rendu, de la synthèse, l'interface est beaucoup plus à l'écrit avec ses clients quand on est à distance. Tout ça fait que on voit qu'il y a des vendeurs un peu nouveaux qui émergent. Évidemment, ceux qui ont la combinaison des deux, c'est les nouveaux champions. C'est l'intelligence, hein, c'est ce que vous disiez. C'est la réaction à ce qui a été dit, c'est quand même des évolutions notables. Oui, tout à fait. Non, mais je pense qu'on est parfaitement en phase sur les changements, l'évolution des profils, l'enrichissement des métiers, la complexité des métiers, la diversité des métiers. C'est pour ça que c'est difficile de tirer des conclusions souvent trop hâtives, parce que voilà, chaque cas est un peu différent. Maintenant, on est vraiment dans cette réalité de complexité, d'enrichissement des profils. Quand vous disiez 100 000, on manque de 100 000 commerciaux. On sait où est-ce qu'ils... Dans quelle discipline, dans quel domaine on arrive à cibler un peu, parce que les SDR, les CAM, les BDR, enfin bref, il y a des profils extrêmement variés entre... Alors moi je connais les CAM, les Key Account Managers, c'est ça? C'est quoi les acronymes des SDR? Les SDR, on ne va pas rentrer dans les acronymes anglais, mais disons que les SDR, c'est ceux qui font la chasse. C'est la mode un peu américaine qui arrive en France dans le monde plutôt des startups. Donc des gens qui sont vraiment chargés de faire la première entrée en contact. Voilà. Là où on a un saut culturel à faire, parce que vous en parliez tout à l'heure, c'est que là, on a lancé, on s'aperçoit en France, qu'on s'est aperçu avec cette crise qu'on devait réindustrialiser notre pays, qu'on avait tout un tas qu'on était plus souverain en matière industrielle. Ah oui, c'est vrai. Ok. Mais est-ce qu'on peut comprendre que c'est les bons de commande qui font tourner les usines? Donc, tous les plans de relance de l'économie ou de l'industrie, si on ne les accompagne pas d'un vrai plan de développement de l'intelligence commerciale, c'est-à-dire qu'on crée vraiment les moyens dans les programmes de l'enseignement supérieur, dans les politiques publiques, de lancer cette dynamique commerciale, de faire que notre pays redevienne, parce qu'il l'a peut-être à certains moments de son histoire, il a été un grand pays de commerçants, ma conviction, c'est qu'on n'y arrivera pas. Parce que si les talents, on les met uniquement dans certains... bien sûr qu'il nous faut des ingénieurs, bien sûr qu'il nous faut de l'IT, bien sûr qu'il nous faut de l'innovation, bien sûr qu'il nous faut des talents marketing. Mais si on n'a pas des commerciaux pour amener les bons de commande dans nos usines, c'est pas la peine de les monter les usines. Parce que s'il n'y a pas de bons de commande, il n'y a rien qui en sortira. Ouais. Donc c'est un vrai changement de paradigme, un vrai changement culturel qu'il faut qu'on initie. Vous avez un master, vous, dans le commerce, dans une grande école? Oui, alors vous en sortez combien, vous, chaque année des Nous, à l'IFAX, on intervient en partenariat avec Neoma Business School sur un master business développement grand compte qui a un énorme succès. On a démarré il y a 10 ans, il y avait 20 étudiants, on arrive quasiment à 200 par promotion. Ah bah oui. Donc ça il en faudrait 400. Il en faudrait beaucoup plus, oui, bien sûr. Mais ça montre qu'il y a une vraie demande, un engouement. Et que quand, jamais au sein de DCF, on a autant été sollicité par les écoles supérieures pour venir les aider. D'ailleurs, je vais lancer une initiative dans les prochaines semaines là, auprès de nos adhérents, mais tous les managers commerciaux sont appelés à nous rejoindre pour qu'on forme des directeurs commerciaux en activité à enseigner l'intelligence commerciale dans les business schools. D'abord, pour la marque employeur, parce qu'on parle beaucoup de marque, c'est quoi les solutions? On s'aperçoit qu'il faut développer sa marque employeur aujourd'hui, parce que si on veut attirer les talents, il faut aussi qu'ils aient envie d'intégrer nos entreprises. Donc que les directeurs commerciaux aillent dans les business schools, faire un travail un peu une mission d'intérêt général, d'ambassadeur, mais qui leur profitera aussi, en tout cas pour... Et surtout, je rebondis là-dessus, pendant de très nombreuses années, quasiment, c'est assez nouveau que les business schools commencent à prendre conscience de l'importance de la technique de vente. Absolument. Il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années, et on vient du copieur, donc on sait ce que c'est, on apprenait la technique de vente, la technique de découverte du besoin, la découverte de l'objection, de la contre-objection, du closing. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui apprennent la technique, la technologie du produit, derrière un côté un peu soft skills, et ça suffit. Et derrière, je me colle au commercial. La technique de vente, si elle était c'est même pas réapprise, si elle était apprise dans les business schools, ça donnerait non seulement des diplômés Bac+5, mais qui auraient réellement appris une technique de vente. Ce qui est dingue, c'est que dans l'école de commerce, il y a le mot
commerce. C'est pour ça qu'elles se sont rebaptisées école de management. Voilà. Alors, quand ça s'appelle business school, on est très content. Bah oui, c'est vrai. Mais bon, il y a une prise de conscience. Maintenant, alors, apportons des solutions. En tout cas, nous, on est prêts. Alors, Olivier, vous allez donner une solution, une baguette magique à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui sont avec nous en présentiel. Comment on fait pour gérer des recrutements quand on ne sait pas où les trouver, justement? Alors, à part vous appeler, évidemment, on a bien compris, mais est-ce qu'il y a une approche? Je pense qu'il faut, de toute manière, il faut toujours maintenir les approches qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire toutes les approches qui permettent de rentrer en contact avec des candidats du marché visibles, il faut les maintenir. Ce n'est pas la chasse de tête et point de salut au-delà. Il faut faire les deux. Simplement se contenter uniquement aujourd'hui des job boards, des annonces, et en disant finalement personne ne veut venir chez moi. La marque employeur, c'est souvent galvaudé un petit peu, tout le monde parle de marque employeur, mais un commercial qui a envie d'entrer dans une boîte, il ira si l'entreprise est attractive, si elle est séduisante. Mais ça ne touche qu'une partie du marché. Le marché, les candidats qui ne répondent pas aujourd'hui, il faut absolument aller les chercher. Et la chasse de tête, il n'y a pas que nous, il y en a d'autres qui le font, la chasse de tête permet d'aller directement sur votre portable, vous approcher alors que vous n'avez pas candidaté et que vous ne répondez à aucune sollicitation. C'est ça la chasse de tête. Aujourd'hui, est-ce que on a l'habitude de chercher son directeur commercial, ou vous savez, commerciaux, avec... je sais que vous êtes sur toutes les fonctions, hein, pas que les fonctions exécutives en plus, sur des fonctions un peu N-2, N-1, N-3. Est-ce que justement on a ce réflexe? C'est pas un réflexe, c'est justement pas un réflexe. C'est pour ça qu'on essaie de changer un petit peu la mentalité des DRH en leur disant si aujourd'hui vous ne trouvez pas vos candidats, il faut peut-être aller les chercher là où ils sont réellement. Mais en effet, ce n'est pas du tout un réflexe. Ouais. Il faut rouvrir le robinet. Ouais. C'est vraiment une métaphore qu'on utilise beaucoup en disant, mais pour une image très simple, la majorité aujourd'hui des recruteurs sont avec leur canne à pêche, avec un bel hameçon et un bel appât, et ils attendent que ça morde. Le problème, c'est qu'ils sont au mauvais endroit et ils n'approchent pas les bons candidats. Ça, ce n'est pas de la chasse de tête. La chasse de tête, c'est d'aller directement identifier la cible, trouver l'entreprise, trouver les gens et les approcher. Et l'échange de succès, parce que c'est vrai, vous me dites souvent, attendez, un chasseur de tête, il ne faut pas qu'il soit associé au succès. Il faut qu'il soit associé avec une démarche, à une stratégie. Nous, on intervient souvent, c'est la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que le client nous dit, j'arrive pas, ça fait 2 ans que je cherche, j'ai pas trouvé mes collaborateurs. On ne lui dit pas, on n'est pas des magiciens. On leur dit simplement, on va aller chercher tous ceux aujourd'hui qui ne vous ont pas répondu. Mais on ne vous garantit pas un succès, on vous garantit une approche et on vous garantit des moyens. Une dernière question, alors vous allez me dire, mais Gilbert, vous ne connaissez pas la fonction commerciale, on passe d'un secteur à l'autre facilement. L'industrie. Non, alors ça malheureusement, genre, en France, mais c'est pas valable que pour la fonction commerciale. C'est quand vous êtes dans une filière, c'est extrêmement compliqué d'en changer. Je pense que c'est une difficulté que vous devez avoir avec vos clients. C'est que, par exemple, genre dans mon domaine, quand on est dans l'univers des médias et de la communication, basculer dans l'FMCG. Et puis dans l'industrie, c'est vrai qu'on a besoin de profils quand même plus ingénieurs. Donc c'est aussi pour ça que on parle de formation commerciale, mais moi je pense qu'il faut un tel niveau d'expertise aujourd'hui que peut-être que les techniques de vente, il faudra non seulement les enseigner, alors évidemment dans les business schools, mais aussi dans les grandes écoles d'ingénieurs. Ce qui est un peu le cas aujourd'hui, on fait du management, on fait oui, mais la façon dont vous le dites, j'ai l'impression que parce que vous savez de quoi vous parlez. Le jour où l'ingénieur, et moi j'adore les ingénieurs, comprendront qu'un bon produit, ça ne suffit pas. Hein, on l'a vu avec nos avions, avec nos Rafales. C'est le meilleur avion du monde et pendant 20 ans, on n'en a pas vendu un seul. Voilà, donc ça ne suffit pas d'avoir un bon produit. Intéressant. On a aujourd'hui énormément de startups qui nous appellent en disant on a besoin de se développer. Et une start-up qui a été créée par des ingénieurs purs, qui n'ont pas de soft skills, qui n'ont pas de technique de vente, ils ne réussiront pas. Ils ont beau avoir la meilleure idée qui soit, ils ne réussiront pas. En revanche, c'est un peu provocateur, mais un excellent commercial qui a une idée moyenne, il a beaucoup plus de chances de réussir. Ça, c'est le mot du jour. Frédéric, il y a quand même une solution, qui n'est pas forcément la chasse ou le recrutement, c'est la promotion interne, la formation interne. On doit y penser, parce qu'après tout, c'est une solution qui se trouve en interne. Mais les entreprises sont aujourd'hui contraintes, alors quand elles le peuvent, mais parce que comme il y a une difficulté d'abord à recruter, puis pour créer les compétences qui soient parfaitement en adéquation avec les besoins de l'entreprise, les entreprises, les RH développent des plans de formation et puis des plans, des parcours. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de valoriser auprès de nos jeunes talents qu'on recrute, c'est la possibilité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'avoir un vrai parcours des carrières. C'est aussi pour ça qu'il y a... Parce que comme la fonction commerciale, elle est diverse, et qu'effectivement, il y a des profils, il y a des grands comptes, il y a plus de développeurs, il y a des potentialités à l'international, il y a des
de l'interface marketing-vente, il y a des profils plus marketing. Donc finalement, on a une telle richesse qu'effectivement, on développe en notre sein des parcours de formation et des parcours d'évolution. De promotion Alors, interne. la question était destinée à Frédéric. Pardon, mais moi je suis très bien. Voilà. Frédéric est partageur. Est-ce que vous pouvez répondre, Frédéric, s'il vous plaît? Oui. Promotion interne, c'est un sujet non, mais alors, parce que il y a faut se effectivement positionner. beaucoup d'entreprises, une grande partie d'entreprises. Alors évidemment, les entreprises où il y a des offres techniques ou de la complexité dans les offres qui ont une tendance à vouloir effectivement faire de la promotion interne, parce que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des consultants avant-vente, des directeurs de projet, voire on voit chez nos clients des directeurs R&D, des directeurs d'usines à qui on demande de basculer dans la vente et qu'on va former au commercial. C'est beaucoup plus simple que d'aller chercher d'hypothétiques talents commerciaux à l'extérieur. Parce qu'il y a un gap de la connaissance métier qui devient insurmontable. Alors ça, c'est vrai dans les métiers très techniques, mais c'est vrai dans de plus en plus de métiers, parce que de toute façon, il y a un mouvement global de complexification des offres. Donc ça, c'est le premier mouvement très important. Donc là, ça veut dire qu'il y a besoin de créer des parcours commerciaux, de donner de la perspective, parce que si on veut attirer des talents, si on veut leur donner des perspectives, vous disiez tout à l'heure, et je partage tout à fait que c'est la voie royale nouvelle pour la direction générale, mais il va bien falloir aussi alimenter, faire fructifier ces talents pour pouvoir accéder à des postes de plus haute responsabilité. Donc, on voit effectivement émerger des Sales University, des Sales Excellence, un nouveau poste qui apparaît dans la plupart des organisations, évidemment d'une certaine taille, le Sales Excellence Manager, qui est en charge un peu de tous ces sujets. Voilà. Puis la deuxième tendance qu'on voit, alors qui peut se cumuler avec la première, la deuxième tendance qu'on observe, nous, c'est aussi, il faut, dans certains métiers, former déjà un minimum à la technique. Parce que même dans des produits relativement simples, on pourrait dire, où historiquement, pas des commodités, mais enfin, relativement simples, ou à moindre valeur ajoutée que des solutions hyper techniques, et ben, de toute façon, il y a de plus en plus de réglementations, il y a de plus en plus de nouvelles offres, de nouveaux services. Maintenant, c'est des services en mode SaaS, donc des nouveaux business models, etc. Tout ça fait que les commerciaux doivent absolument monter en gamme sur la formation technique. Et nous, ce n'était pas du tout notre origine, mais on se retrouve de facto à faire de plus en plus, évidemment à l'aide de technologies qu'on maîtrise, comme de l'adaptive learning, d'aider nos grands clients finalement à mettre à niveau sur l'offre. Il y a un chiffre qui est quand même frappant, il y a à peu près 30% des commerciaux qui ne maîtrisent pas leur offre produit. Alors évidemment, Ça pose problème. quand on ne maîtrise déjà pas son offre produit, on peut vendre n'importe parle de rien. Pour rebondir à ce que disait Olivier, le marché caché, finalement, il est à l'extérieur, mais il est aussi à l'intérieur. Quand on cherche un commercial, c'est ça, en fait. Oui, pour beaucoup de nos clients, on observe ça, c'est sûr. Et il faut toujours faire de la promotion interne. Ouais. En tant que chasseur de tête, on pourrait penser qu'on prône l'inverse, mais pas du tout. D'abord, en priorité, promotion interne. S'il n'y a pas en interne, on cherche à l'extérieur. Ah oui, d'accord. C'est une démarche Oui, intellectuelle. parce que ça aide à l'attractivité de l'entreprise, ça aide à rejoindre une entreprise dont on sait que si vous rentrez à l'intérieur, vous allez pouvoir éventuellement évoluer. Donc, une entreprise qui systématiquement va... Là, je me tire une balle dans le pied en disant ça, mais une entreprise qui systématiquement va chercher à l'extérieur fait qu'à un moment donné, les gens ne voudront plus y venir. La promotion interne. Un mot sur des nouvelles tendances, on a encore 10 minutes ensemble. L'apprentissage. Vous savez, ça a été un coup de booster de l'État qui a très très bien marché. On a dépassé les 700 000 apprentis en jeune en alternance. Ça veut dire qu'il y a un appel d'air qui s'est créé. Est-ce que vous y voyez une solution pour remédier? Absolument. Comment ça veut dire que vous allez la branche, enfin le métier, la fonction va développer, renforcer. C'est déjà le cas d'ailleurs. C'est absolument le cas. Et ce qui est formidable, c'est que les grandes, enfin les business schools et notamment celles qui sont dans le haut du classement ont développé, parce que c'est aussi dans leur modèle économique, des bachelors. Et les bachelors aujourd'hui, donc c'est-à-dire on n'est plus contraint de faire une classe préparatoire pour intégrer. Aujourd'hui, il y a un bachelor à l'ESCP, il y a un bachelor à l'EM Lyon, il y a un bachelor à l'ESSEC, je crois. C'est un BBA à l'ESSEC en 4 ans, voilà. il n'y a pas de bachelor. Et on peut les faire en alternance. Donc c'est génial parce qu'avant l'alternance, c'était réservé à des formations de moindre, enfin en tout cas pas des bachelors. Donc c'est génial parce que l'apprentissage aujourd'hui, on ne fait pas seulement un BTS en apprentissage, on ne fait pas seulement un bac professionnel en apprentissage, on peut faire une grande école en apprentissage. Donc c'est génial. D'abord, ça permet d'avoir accès à des étudiants qui n'avaient pas forcément hier les moyens d'intégrer ces écoles. Donc on est un peu plus dans la diversité.
et on trouve des profils super intéressants. Question quand même, juste messieurs, on ne va pas chercher des commerciaux à l'ESCP, à l'ESSEC ou à HEC. On disait que c'est partout. Non, mais évidemment, mais c'est un lieu où on pense d'abord. Mais pour reboucler avec ma question ou ma remarque initiale sur l'ouverture sociale, les profils différents, toutes les formations, qu'elles soient... Il ne faut pas mentir aux jeunes. Et aujourd'hui, c'est un mensonge de leur faire croire qu'en faisant un bac vente représentation, ils vont accéder à des forces de vente. Parce que ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a besoin de jeunes recrues qui ont la tête extrêmement bien faite. Donc ce qui est formidable, et ce qui n'existait pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire un BTS. Alors le DUT est passé maintenant en 3 ans, et avec son BTS ou avec son DUT, on intègre un bachelor en 3e année et on fait son Master 1 et son Master 2. Donc il n'y a plus aucun frein à aller vers le Master 2 grâce à l'apprentissage et grâce à toutes les passerelles possibles. Mais voilà, il ne faut pas dire qu'on va recruter... des centaines de milliers de... Peut-être des vendeurs en B2C, mais nous, en B2B, on a besoin d'avoir un niveau de culture générale, de connaissance des langues étrangères. Mon point, c'était plutôt de dire, à partir de Bac plus 2, on commence à réfléchir vers plutôt les Bac plus 5. C'est plutôt... alors, les DUT, ça s'appelle les buts, maintenant, juste pour info. Voilà, les bachelors, voilà, à la place des DUT. J'avais une question que j'ai... Oui, la répartition, parce qu'on parle des commerciaux purs. Juste un mot pour celles et ceux qui nous écouteraient et qui auraient encore une confusion entre marketing et sales. Ça, c'est fini. On arrive à faire la distinction chez vous? Il y a une distinction. La vérité, c'est que la réalité, c'est que jamais les fonctions vente et marketing n'ont autant collaboré ensemble. Donc, c'est des profils différents. Passerelle entre les autres. Mais évidemment, entre les uns et les autres. Donc, mais c'est quand même deux métiers différents, mais qui n'ont jamais autant travaillé ensemble et qui proposent effectivement... Et qui ne se tirent plus la bourre. Ce qui est intéressant, c'est que non, surtout pas. on a eu, nous, en permanence, des demandes de directeurs commerciaux, de directeurs marketing. On a de plus en plus aujourd'hui de demandes de directeurs commercial marketing qui chapeautera les deux équipes qui elles-mêmes ne sont plus très éloignées, mais qui sont assez croisées. Et souvent, c'est une même fonction de direction qui coiffe les deux. Ouais, moi, je dirais, les entreprises ont besoin de marketeurs qui vont voir les clients, en tout cas au B2B. Oui, c'est ça, en laboratoire. Et je dis ça à peine en plaisantant, parce qu'il y a beaucoup d'études là-dessus. Il y a encore une grande partie des marketeurs qui ne vont jamais voir les clients. Et nous, ce qu'on observe quand même avec nos clients, c'est que c'est un vrai changement, ça. C'est un vrai changement. C'est un accompagnement des équipes marketing. Et ça va avec cette même idée de vente par équipe aussi. Et un dernier mot sur la fonction commerciale. Le directeur commercial, aujourd'hui, dans l'organigramme, est-ce qu'il est au COMEX? Est-ce qu'il est au CODIR? Il est à minima dans le CODIR. Ça dépend de la taille de l'entreprise et de sa gouvernance. Mais le directeur commercial, c'est extrêmement rare. Enfin, en tout cas, dans ce qu'on peut voir au sein de DCF, nous, on a une association qui s'appelle DCF Grand Paris, où on a les directeurs commerciaux et des grands groupes et des boîtes du SBF 120. Ils sont tous dans le comité de direction. Ils sont tous dans le comité de direction, les postes qu'on vous propose, je dirais. Oui, majoritairement. Après, il y a des particularités en fonction de la taille de l'entreprise. Oui, c'est ça. C'était juste un dernier mot aussi, pardonnez-moi. Il y a toujours un dernier mot à rajouter. Il y a une différence PME, TPE et, alors vous parlez de start-up. La PME, c'est ce que vous disiez et les tout à grands l'heure. groupes, parce que le patron de PME, c'est le directeur commercial. commercial. C'est ça, Après, ça dépend à quel niveau on met la limite. Mais le jour où il peut se payer un directeur commercial, mais il va s'occuper de la croissance de son entreprise. Mais à un moment donné, le patron de PME, de toute manière, est directeur commercial au moment où il crée son entreprise. Un dernier mot, Frédéric? Non, tout est dit. Tout PME, est dit. grande entreprise. Tout est dit. Et aujourd'hui, il y a une aspiration des jeunes et des nouvelles générations à l'entrepreneurship, au phénomène des startups, etc. Et tout ça est formidable. Et la dimension commerciale, c'est ce qu'il vient de dire, elle est déterminante pour être successful. Mon petit mot de la fin, mais qui est vraiment sous forme de joke. On disait, il y a assez longtemps, on disait que ne pas avoir de chance en commercial était une faute professionnelle. Ouais, c'est pareil chez les journalistes. Quand on n'a pas de bol, c'est une faute professionnelle. Et j'aime beaucoup la phrase de Berlioz, je l'ai fait mienne, qui dit « Il ne suffit pas d'avoir la chance d'avoir du talent, encore faut-il avoir le talent d'avoir de la chance. » Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le commercial est vraiment dans un acte de prospection, je parle du commercial chasseur, et la chance fait partie de son quotidien, et c'est ce qui fait le piment de son job. Quand vous allez prospecter un marché caché, quand vous allez prospecter en espérant gagner un contrat, il y a un tel piment,
que ça devrait amener en tout cas beaucoup de jeunes à aller dans ce secteur-là. C'est une aventure humaine, le commerce, après tout. C'est ce que vous disiez. Après tout, il y a tellement de relationnel. Ça va s'arranger, selon vous, parce que, un peu d'espoir, vous représentez l'ensemble des commerciaux, en tout cas sur le Grand Paris et la France. En tout cas, un regard. Et ce qu'on aimerait entendre, c'est que ça va s'arranger, parce qu'on manque d'ingénieurs dans le digital, on manque de commerciaux, on manque de gens dans le bâtiment, on manque de gens dans les soins. Vous avez vu les campagnes. Donc, moi, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut pas regarder vers, il faut jamais regarder dans le rétroviseur, mais plutôt dans le pare-brise, particulièrement quand on a un dirigeant et un dirigeant commercial. Et objectivement, aujourd'hui, il y a un alignement des planètes. Il y a un alignement des planètes parce que il y a une vraie prise de conscience des directions générales, enfin des chefs d'entreprise. Deux, il y a quand même un système, on l'a évoqué, qui permet énormément d'opportunités. Donc, il n'y a pas de raison. On a réussi. Il y a quelques années, quand on est dans une business school et qu'on demandait aux étudiants ce qu'ils voulaient faire, ils rêvaient tous d'intégrer les grands groupes, LVMH, L'Oréal. Peu d'entreprendre. Aujourd'hui, ils veulent d'abord tous entreprendre. Bon. Ouais, donc, voilà. Nous, pour rebondir sur ce que vous disiez, nous, on propose de l'intrapreneuriat dans nos métiers, finalement. Parce qu'un commercial, même si aujourd'hui il travaille en équipe, justement, il monte une équipe projet, ça devient un intrapreneur. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne réussisse pas, après avoir réussi à susciter des vocations pour monter sa boîte, après avoir réussi l'apprentissage, parce que l'apprentissage, on était largué, et c'est un très positif, un pari réussi. Il y a aucune, enfin en tout cas toutes les planètes sont alignées pour qu'on réussisse à vraiment former ce qu'on appelle de nos voeux 100 000 commerciaux d'élite chaque année en France. Vous le savez, il se passe quelque chose dans 2 semaines. Ouais. Une petite élection présidentielle, mais 3 fois rien. C'est le moment de demander quelque chose, peut-être aux candidats. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour susciter des vocations? C'est peut-être un peu pointu, mais... Moi, c'est un peu tard. C'est un peu tard, pourquoi? Non, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Non, mais je pense que, sans faire de la politique politicienne, Emmanuel Macron, faut... Excellent commercial. Ben oui, lui reconnaître son intelligence émotionnelle, qui lui a quelquefois joué des tours. Ouais. Mais globalement... il a fait en sorte, parmi ses relations diplomatiques et internationales, de relancer l'attractivité de notre pays. Moi, le message que je lui adresse, c'est accompagner votre plan de relance de l'économie et votre plan de réindustrialisation d'un vrai plan de développement de l'intelligence commerciale dans notre pays. Faites du commerce. De toute façon, ça peut toujours être bon pour tout le monde. Messieurs, je crois qu'on dit pas mal de choses. On arrive à la fin de l'émission. Très bien. Merci beaucoup, Jean. Ça allait? C'était sportif, parce que mais comme quoi vous êtes bon quand vous arrivez à la dernière seconde, j'ai l'impression, et vous donnez le meilleur de vous-même. J'ai l'impression d'être en avance, moi. Quand je suis pas en retard, j'ai toujours l'impression d'être en avance. C'est déjà pas mal, mais peut-être que le commercial aussi est toujours sur le fil aussi. C'est peut-être aussi sur la corde raide, optimiser son temps, et c'est vrai que ça permet d'être meilleur. Merci beaucoup, messieurs. On enchaîne, vous savez, la séquence suivante, elle est consacrée aux outils, cette fois-ci, avec des experts. Je vais vous les présenter dans quelques secondes. Merci. Frédéric attend que je lance le jingle. Alors reste avec nous, s'il te plaît. C'est un vrai commercial, je ne sais pas ce qu'il a à vendre ou ce qu'il a à faire. Allez, à plus tard, je retourne dans quelques secondes. Mais non, reste, à plus tard, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Voilà, on revient, on installe nos derniers invités, nos invités suivants, une table ronde consacrée aux outils et à la stratégie commerciale. On va voir comment, avec nos invités, comment optimiser sa stratégie commerciale et sa politique de prospection. On parlera évidemment outils et data, parce que quand on fait du commerce, il faut bien aller les chercher, ses clients. Et les data, évidemment, c'est une première base de travail, mais pas que, on le verra. Comment outiller et accompagner son équipe commerciale entre prospection à l'ancienne et nouveaux usages, je vous le disais. Mes invités, Fabrice Bourdi d'Europhone. Bonjour Fabrice. Bonjour. On a préparé l'émission ensemble, pas mal, on a beaucoup bossé. 2-3 fois, un peu plus. Il faut toujours un peu gonfler parce qu'on fait un peu de commerce. Voilà, il faut être commercial. Benoît Marcelin de chez Nomination. On a tous rêvé d'avoir son nom un jour dans Nomination. Il est parmi nous. Bonjour Benoît. Bonjour. J'ai dû l'avoir une fois, mais il y a longtemps. Iria Marquez. Bonjour Iria, de l'agence Aréci, qui ponctuera notre débat de ses conseils précieux, comme l'a fait tout à l'heure M. Muller, les 3 règles d'or pour bâtir sa stratégie commerciale. Alors, Benoît, on va commencer avec vous. On l'a vu pendant qu'on remet le micro à notre ami Fabrice. Comment émerger dans cet écosystème
dense, riche de commerce, de messages, d'hyper-communication, on parle même d'infobésité. Et c'est ça la difficulté, le volume des messages explose et c'est une des grandes difficultés de la fonction. Clairement, aujourd'hui, quand on parle prospection, on parle d'un sujet clé qui est ressortir de la masse. Les volumes explosent. Et quand on parle des volumes, c'est tous les messages, tous les stimuli de l'intégralité des entreprises vers leur cible de prospection. Alors ça s'explique par plein de choses, mais un des éléments structurants, c'est les nouveaux entrants. Aujourd'hui, il n'y a pas un marché qui ne se fait pas un peu bousculer par une nouvelle start-up ou plusieurs nouvelles start-up. En France, il y a entre 100 et 150 levées de fonds un peu significatives par mois. Par mois? Par mois. Ah oui. Ce qui veut dire que globalement, il y a peu de secteurs qui peuvent se permettre de se dire voilà, la concurrence, je la connais, rien ne bouge. Au contraire, en permanence, de nouveaux acteurs arrivent. Qui pouvaient imaginer il y a quelques années que quelqu'un allait bousculer des acteurs très établis, par exemple sur les tickets resto. Ah oui. Et aujourd'hui, ces gens-là se font bousculer par des nouveaux entrants qui ont des nouveaux messages, des nouvelles manières de faire, une nouvelle approche commerciale qui va vraiment solliciter en fait des cibles qui sont à peu près toujours les mêmes. Hein. On rêve tous, quand on est commercial ou au marketing, d'aller stimuler l'attention de ces fonctions clés. Hein. Les fonctions clés, c'est qui? C'est les DG des PME et puis les fonctions, on va dire, régaliennes des grandes entreprises. Hein. Le DAF, le DRH, éventuellement le DSI. Donc, peu de cibles. Toujours plus de messages qui arrivent, une vraie course à l'armement aussi, et je pense qu'on pourra en parler, la course à l'armement plutôt du marketing, mais qui touche maintenant aussi les commerciaux, des outils qui permettent d'automatiser. Il y a quelques années, un bon commercial pouvait faire 10, 15, 20 mails de prospection un peu ciblés dans la journée. Aujourd'hui, avec les bons outils et les bonnes data, il peut monter à plusieurs milliers. Et donc voilà, petite cible qui ne bouge pas. On n'a toujours que 255 grandes entreprises en France. On n'a toujours que 5000 ETI en France. Ça ne bouge pas. Par contre, il y a de plus en plus de gens qui veulent adresser ces cibles. Et donc, il y a une compétition extrême à l'attention, aller chercher de l'attention. Et rassurez-nous, on peut émerger et ressortir. On peut émerger. On peut toujours émerger. Ouais. À condition d'avoir un truc à dire, d'avoir un truc que les gens ont envie d'entendre. On parlait des compétences tout à l'heure des commerciaux. Si vous parlez que de vous, que de votre produit, c'est pas sûr que vous allez beaucoup intéresser vos interlocuteurs. On parlait aussi de la vente consultative, le fait que le commercial maintenant n'est plus là pour proposer un produit, mais apporter une solution personnalisée, avec toutes les complexités que ça veut dire. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette logique où on passe d'une approche un peu standardisée, classique, vers une approche d'hyper-personnalisation. C'est ça qui permet d'émerger, c'est finalement avoir quelque chose d'intéressant à dire. Et ça, c'est vrai en digital. De toute façon, en général, quand on a quelque chose d'intéressant à dire, c'est bien de le dire. Quand on n'a rien à dire, on se tait. Voilà, évidemment. Mais ça marche aussi pour le commerce. Quoiqu'il y a des commerciaux qui parlent parfois sans rien dire, mais c'est très rare, hein, Fabrice, ça n'arrive pas. Alors, on l'a vu, hein, Benoît, je vous passe la parole, Fabrice, mais vous pourrez continuer autant que vous le voulez. Vous ne serez pas censuré ici. On le voit bien, on a une approche data, hein, avec d'hyper-personnalisation, d'emailing, de contact via les nouveaux outils, ou les outils, parce qu'on ne parle plus de nouveaux outils. Et là, vous êtes en train de nous dire, attention, pour présenter le phoning, hein, une industrie, j'allais dire à l'ancienne, c'est toujours essentiel et c'est très important. Gilbert, arrêtez de dire à l'ancienne. Mais c'est vous qui me l'avez dit, hein, moi je répète. Voilà. Le phoning, c'est le outil de demain. Hein, le téléphone a 2 siècles, mais enfin, tout de même, là, en ce moment, il est utilisé plus que jamais depuis la crise sanitaire. Ouais. Vous parlez même de garde de triage, hein, vous, le phoning, c'est carrément... Alors, ça, c'est une autre chose. La garde de triage, c'est justement pour mettre de l'humain derrière les leads digitaux. Enfin, les leads du marketing digital. Donc là, je vois qu'il y a une slide qui montre que cette note de 8,4 sur 20, c'est une étude que nous avons fait chez Europhone il y a 3-4 mois. Et moi, je m'attendais à ce qu'on soit assez élevé. On est les derniers de la classe, avec 8,4 sur 20. Vous avez compris que j'ai posé une question pour parler de son métier et que c'est le dernier de la liste. Donc je ne comprends pas, mais je suis convaincu, Fabrice. J'adore le paradoxe. Hein, voilà. Donc oui, le télémarketing, c'est le PACI, c'est l'outil des anciens et pas du tout. C'est revenu. C'est pas vrai. Non. De toute façon, il est à côté. Ça serait gênant. Hein. Non, le vrai sujet, c'est l'articulation, en fait. Exactement. Ouais. Bon. Donc tout ce qui est lead marketing,
ça fait rentrer des informations et des intérêts dont on ne sait pas s'ils sont de réels intérêts. Les commerciaux, ils ont besoin de grains à moudre très chauds. Ce sont presque des paresseux. Ils ont besoin d'aller là où ils vont conclure à court terme. Des quick wins. Oui, voilà, exactement, du quick win. Et donc, le téléphone devient une sorte de garde-triage des leads marketing. Et donc, on va mettre des équipes de phoning qui vont qualifier ces leads marketing pour n'en extraire que la substantifique. Ouais. Et on s'aperçoit que sur ce qui reste, il n'y a pas que des déchets. Il y a du lead nurturing, comme on dit dans notre jargon. C'est plein d'acronymes anglais. Hein, oui, c'est plein. Alors, le lead nurturing, c'est le fait de pouvoir entretenir la relation au fil du temps, on va dire. C'est mieux comme ça? Oui, mais j'avais compris. Hein, l'élevage, voilà. L'élevage des prospects. Et on le fait aussi avec le téléphone et pas seulement avec des outils de marketing automation. Je viens de me faire engueuler par Gilbert parce que j'utilise encore un terme anglo-saxon. Mais ces outils de marketing automation sont destinés à faire monter le suivi des prospects et d'attendre qu'ils soient chauds lorsque leur score est élevé. Bon, eh bien le téléphone, traditionnellement, c'est aussi un outil de marketing automation. C'est-à-dire qu'on téléphone, on a le prospect en ligne et on lui dit quand ton prochain appel d'offres sera présent en septembre, je te rappelle fin août. Voilà, ça s'appelle du lead nurturing téléphonique. Voilà. Et il n'y a pas que les outils novateurs digitaux qui font ce travail de lead nurturing. Mais de toute façon, ce qu'on a vu avec notre ami Muller de Co, qui représentait les commerciaux de France, la relation est importante. Enfin, il y a un moment, il faut bien parler à quelqu'un. J'imagine que ça fait partie du jeu. Voilà, l'être humain. Alors, la crise sanitaire, de ce point de vue-là, a été révélatrice. Ce besoin de relations humaines. On en avait marre d'être derrière nos écrans. Rappelez-vous, c'est pas si longtemps que ça. Et donc, le téléphone, c'est devenu l'acte humain, l'acte de la relation. Et honnêtement, ça fait du bien d'avoir quelqu'un au téléphone. Oui, bien sûr. Alors, en revanche, c'est de plus en plus difficile. Ça, c'est une réalité. Nos opérateurs avaient une facilité, disons, d'un appel abouti sur 2, on va dire. Et là, on est un petit peu en difficulté. Donc, c'est devenu un petit peu plus dur. D'où la nécessité d'avoir des experts comme mon voisin que je connais bien. Il est très bien, Benoît. Je vous le dis. Oui, c'est un type formidable. Mais juste un mot pour dire que, on y reviendra tout à l'heure, mais quand on n'appelle pas que pour un produit à 10 €. On appelle pour des produits, y compris à forte valeur ajoutée. Tout à fait. C'est important, tout à fait. Alors, ça. Dans le phoning, il y a le phoning que l'on connaît outre-Manche, non, outre-Méditerranée, on va dire. Ce phoning-là, il n'est pas adapté. Avec des call centers en Tunisie. Voilà. Non, mais je ne voulais pas citer de pays parce que je les adore. Non, on les adore tous. La Tunisie, le Maroc, Madagascar, l'île Maurice, Dakar, ce sont des... En vous français. Avez tout balancé du coup. Non, mais ce sont les call centers francophones. Ouais. Ils sont peut-être pas tous adaptés à la démarche B2B, puisque là, aujourd'hui, on est quand même dans du Let's Talk About Sales B2B. Et donc, bon, moi, je les utilise avec parcimonie. On peut les utiliser. Mais lorsqu'on a aujourd'hui des profils comme on les a aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de SDR, qui sont des phoneurs à très haute valeur ajoutée, je peux vous dire qu'on a des bac plus 5, on en parlait de l'ESCP, qui peuvent commencer leur carrière en étant SDR. De toute façon, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de saut métier, et puis surtout, ça leur apprend le terrain, Exactement. Et surtout dans les grandes écoles. Mais l'ESCP, c'est pas la pire, je ne parlerai pas d'autres. Iria, vous êtes notre experte aussi qui va nous donner les règles d'or. Première règle d'or. L'adéquation, apporter l'information en cohérence avec la cible, les supports en phase avec les attentes d'aujourd'hui. C'est comme ça que vous allez nous raconter ce premier item. Oui, vous savez, Gilbert, on travaille énormément à l'agence sur l'alignement ou la mise en musique entre le marketing et les ventes. Le marketing, les marketeurs d'un côté et les commerciaux de l'autre. Je fais d'ailleurs une parenthèse. Tout à l'heure, on a évoqué cette fonction de direction marketing sales, qui est une fonction pour les plus anciens présents ici, qui est une fonction qui a eu un grand succès il y a une vingtaine d'années, parce qu'on considérait le marketing comme un producteur de brochures, donc c'était sous la tutelle du directeur commercial, et ça faisait exécuter des tas de documents, c'était parfait. Aujourd'hui, on voit ce renouveau, parce que justement, il y a besoin d'une tête qui englobe les deux, et souvent d'une tête vachement bien faite. Quand on en croise dans les entreprises, c'est des gars ou des filles vraiment au top. Et donc, il n'y en a pas beaucoup, c'est ça ce que vous dites, c'est qu'ils sont ça monte, ça arrive.
Alors, adéquation. Adéquation. Ne sortons pas de notre sujet. Excusez-moi. Donc, adéquation. Règle d'or number one, pour parler un peu anglais comme vous. Adéquation. C'est une règle super importante. Pourquoi? Parce que hier ou avant-hier, un commercial, on lui mettait une brochure sous le bras. Non, on lui donnait une grosse sacoche avec plein de brochures, plein de fiches produits. Et c'était un mec qui vendait tout ce qu'il y avait dans sa sacoche. Hier, on a remplacé tout ça par un ordinateur portable et un PowerPoint. C'était super, une tablette. Et waouh, le commercial, il se sentait hyper digital. Sauf qu'aujourd'hui, adéquation, ça veut dire quoi? Le type que le commercial ou la fille que le commercial va rencontrer dans son acte de vente, c'est un type qui regarde de la vidéo, qui est sur les réseaux sociaux, qui écoute des podcasts, qui a besoin d'interaction, de poser des questions, d'avoir des réponses. Il écrit dans les forums, il se renseigne et il est habitué à un digital interactif. Donc aujourd'hui, le commercial, il doit s'approprier ces outils-là, des outils super interactifs qui permettent à la fois de dialoguer pendant la relation, de voire même co-construire la réponse avec le prospect pendant la réunion, etc., etc. Nous, il y en a plein des outils comme ça. Nous, on a on est fan, en tout cas, d'une des solutions qui est vraiment super agile et qui permet d'aller jusqu'à la co-construction. C'est une solution qui s'appelle Exens. Et pour bien comprendre ce que j'essaie de vous expliquer là, je crois qu'on a une petite vidéo très courte. On regarde quelques images tout de suite. Réussir une vente complexe, c'est suivre tout un processus avec de nombreuses étapes à passer. De la présentation à la séduction, à la démonstration, jusqu'à la conviction, chaque moment est important. C'est aujourd'hui la mission d'Exens qui a inventé le compositeur digital. Une solution digitale qui permet de faire participer les interlocuteurs autour de contenus pour ainsi favoriser l'interaction et leur adhésion. La solution Exens facilite la préparation des contenus et allège le temps passé en amont et en aval de la rencontre. On échange plus, on se comprend mieux, on s'engage plus, on prend des décisions. En visio ou en rendez-vous présentiel, Exens transforme chaque réunion, chaque rencontre en une véritable expérience. Particulièrement adaptée pour les métiers de l'immobilier, la banque assurance, l'éducation, l'industrie, les services aux entreprises, Exens s'intègre facilement aux environnements Microsoft des entreprises. Le compositeur digital, c'est avant tout une application que vous allez installer soit sur le poste de vos collaborateurs, soit sur vos écrans interactifs dans vos salles de réunion, pour bien sûr vous apporter une expérience tactile unique. Nous attachons beaucoup d'importance à la sécurité de vos données. Sachez que l'application est habilitée sécurité défense. Selon un récent article de Forbes, 84% des commerciaux atteignent leur quota de vente lorsqu'une solution d'aide à la vente est en place. Exens facilite les échanges, fait vivre une vraie expérience et accélère la signature des projets. Vous voulez tester notre solution? Écrivez-nous à contact@exens.fr. On sait le trouver, le monsieur d'Exens, hein, au moins. Bon, c'est une des solutions, on a vu, c'est d'ailleurs toujours intéressant. On est vraiment votre start-up. Hein, le fondateur, c'est un jeune habillé en sportswear. Ça veut dire que ce monde explose aussi, la fonction commerciale et les outils, eux aussi, explosent, y compris dans les profils. Un mot sur ce qu'on vient de voir Oui, bon, on voit bien que là, tout l'intérêt de ce genre d'outils, c'est qu'on se retrouve, les commerciaux se retrouvent avec des outils qui sont dans l'air du temps, c'est-à-dire qui correspondent aux attentes qui sont en adéquation, je reprends mon mot, avec ce besoin d'interactif. C'était écrit adéquation, je le raye. Première règle d'or d'IRIA, l'adéquation. Benoît, concept aussi, on fait plein de concepts en français. Hyper pertinence, hein, besoin de personnaliser son approche et ça reboucle avec ce que vient de dire IRIA. Oui. En fait, quand vous êtes en réel, par exemple, avec un peu de chance, à la fin de l'émission, on ira prendre un verre avec les gens qui sont là. On va boire un drink, tout à fait. Sur le rooftop. On va commencer par se présenter, on va essayer de trouver des points d'accroche avec son interlocuteur, et puis on va creuser la discussion. C'est assez naturel, et évidemment, un bon commercial qui a le bon savoir-faire, le quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle, va le faire naturellement. Le sujet, c'est comment reproduire ce que tout le monde fait très naturellement en réel, comment vous le reproduisez en digital. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir de l'information au préalable, parce que les premières questions, vous n'allez pas pouvoir les poser en digital. En digital, vous n'allez pas pouvoir ouvrir un mail en disant « Au fait, c'est quoi ton métier? Et sinon, c'est quoi les 3 enjeux de ta boîte sur les prochains mois ?» Tout le sujet, c'est comment on va donner un coup d'avance
au commercial qui va prendre son téléphone, envoyer son email, proposer une visio, comment on va lui donner un coup d'avance en lui donnant du contexte. Comment on va donner un coup d'avance au commercial parce que, par exemple, il saura que le concurrent de son client ou de son prospect a eu un événement important. Par exemple, il a racheté une boîte. Demain, si j'essaye de prospecter Epoca et que Epoca est passé dans les journaux, ben j'ai intérêt, moi en tant que commercial, à avoir cette information, à avoir lu ou avoir à minima le digest de l'article pour pouvoir enclencher une conversation un peu sympa à base de tiens, j'ai vu que vous étiez passé dans les Échos. Ça marche aussi très très bien avec Jean Muller et DCF qui a un abonnement chez les Échos visiblement assez régulièrement. Une star de toute façon. C'est une star. Donc voilà, donc tout le sujet c'est ça, c'est comment avec de la bonne data, vous donnez le coup d'avance qui permet au commercial d'être pertinent. C'est quoi? C'est-à-dire que ça faut une littérature conséquente quand Pas on du tout. C'est tout le contraire en fait. La data, le problème, c'est pas d'en avoir beaucoup. Des pages référencées sur Google, exactement. Pertinentes, qui arrivent à vous au bon moment. Vous vous intéressez à une entreprise, vous vous intéressez à un prospect, vous devez avoir cette espèce de cockpit qui vous dit en quelques secondes ce qui s'est passé sur le marché. Ça existe ça aujourd'hui? Ça existe, ça s'appelle des solutions d'intelligence commerciale, pour reprendre Sales Intelligence. Encore Jean Muller qui en a Toujours parlé. Jean Muller. Il y a incontournable. Ça existe, il y a plein de formats différents, mais globalement, c'est vraiment ce qui permet aujourd'hui à un commercial finalement de devenir un peu le commercial augmenté, qui ne s'appuie pas simplement sur de l'information qui vient de chez lui, mais qui va avoir ces capteurs qui vont lui permettre d'avoir des conversations intéressantes. On dit souvent la vente, c'est une série de conversations. Globalement, et après on revient sur le canal téléphone, ou encore mieux le canal visio, qui est encore plus sympa que le canal téléphonique, qui est finalement le nouveau téléphone post-Covid, mais pour avoir cette conversation, il faut l'alimenter, il faut arriver avec des choses intéressantes à dire. C'est ça l'hyper-pertinence, c'est éviter de passer une demi-heure en entretien découverte avec sa liste de 158 questions, parce que votre prospect n'a pas vraiment que ça à faire, que vous répondre à toutes ces questions auxquelles vous pourriez avoir pu avoir les mêmes réponses en travaillant un tout petit peu avant. Donc voilà, le commercial augmenté aujourd'hui, il utilise des outils. Il n'est pas tout seul, il bénéficie des leads du marketing, bref, il est la dernière pointe sans fil. Pour reboucler avec la première table ronde sur les RH et les profils, c'est un véritable engagement aussi du commercial. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se contenter d'avoir un tableau de bord qui lui lisse les infos, c'est qu'aussi lui-même, cette curiosité, elle doit être aussi dans les trois, voilà, l'intelligence commerciale, c'est effectivement, je connais mon produit, je sais en parler, je connais les enjeux de mes interlocuteurs, le marché, pourquoi je vends et pourquoi je suis acheté. Et j'ai les compétences techniques ou techniques de vente qui me permettent d'articuler tout ça. Et effectivement, aujourd'hui, un commercial qui n'est pas digital, un commercial qui ne sait pas vendre à distance, je pense qu'on va y revenir, et qui ne sait pas créer du relationnel avec une visio, aujourd'hui, c'est un commercial qui va avoir du mal. Effectivement. Oui, il va vendre d'autres choses que des solutions compliquées ou du B2B, Fabrice. Alors la data, on reboucle toujours, on revient toujours à la data, on l'a compris. Aujourd'hui, la prospection téléphonique, je ne dis plus à l'ancienne, vous avez remarqué, fonctionne très bien, mais avec la data de qualité. C'est quand même l'enjeu clair et on est dans un monde data-centrique. Tout à fait. Et la data, ça permet quoi? Ça permet la contextualisation. C'est un mot que j'adore. Je dis ça à mes équipes, il faut contextualiser. Lorsque vous êtes au téléphone auprès d'un standard, d'une secrétaire, puis du décideur vous souhaitez toucher, il faut contextualiser. Sinon, vous êtes un des centièmes appels qu'il a reçu dans la journée. Donc, on ne peut pas se différencier. Donc, la contextualisation, c'est la clé du succès en matière de phoning. Voilà. Il y a beaucoup de... Le phoning, on voit toujours des plateaux avec beaucoup de monde. Ça veut dire que c'est beaucoup de monde qui doit être au top de l'information pour chaque... 200 000 salariés. Ouais. C'est ça qui est pour... Il y a un effet de masse qui fait que tous les commerciaux ne peuvent pas être au même niveau de connaissance, d'exigence, voire de qualification. C'est peut-être aussi ça qu'il faut préciser, et ce qui rend compliqué le marché B2B d'ailleurs. Oui, ça rend compliqué, le marché de B2B. Il y a deux aspects vis-à-vis du téléphone. Il y a le téléphone qui est l'outil du commercial lui-même qui prospecte. On parlait tout à l'heure des chasseurs. Donc il faut qu'il le maîtrise, il faut qu'il soit formé. Et puis il y a les spécialistes. Ça s'appelle les téléprospecteurs. Le mot télé,
Je ne veux pas faire affront à Gilbert. En grec, ça voulait dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, tout le monde le sait bien. Voilà. Donc c'était Iria, mais j'ai été piégé. C'est quoi cette histoire? Donc les téléprospecteurs, ce sont les professionnels de la prospection à distance, au téléphone. Et donc ils ont cette nécessité d'avoir cette formation spécifique et cette contextualisation et ces datas. Voilà. On le voit bien, si on n'a pas l'information précise, on a plus de mal à vendre et on a plus de mal à entrer en connexion avec son client. Iria, règle numéro 2. Hein, vous êtes d'accord que Iria nous donne fasse un petit cours, un petit tuto sur les règles d'or? La deuxième règle d'or, c'est hybride. C'est le mot hybride, hein, plus exactement. Hybride qui est évidemment très à la mode un peu partout, puisqu'on travaille de manière hybride aujourd'hui. Le télétravail, le phoning, on est à distance et, comment dirais-je, sur place. Donc, le mot hybride recouvre quoi, selon vous, Iria? Il recouvre l'expérience que les prospects vivent. C'est que là, on parle beaucoup de commercial. Hein. Nous, on se place souvent de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire du côté de la cible qui vit tout ça, tout ce qu'on essaie de faire au mieux avec de la data sur lui, etc., etc. Hybride, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit une énorme tromperie. On vit dans un pays, dans un métier, le marketing notamment, qui est incroyablement cartésien. Et donc on nous enseigne dans les écoles, dans les livres, que le marketing travaille, il collecte des leads, il acquiert des leads, il nurture des leads, il score des leads, il passe les leads aux commerciaux, il s'en lave les mains. Et le commercial fait chouettement son job, c'est pour ça qu'on vient de se dire tout ça. Pénurie n'existe pas et chouettement probablement aussi. Oui, mais c'est plus rigolo. Olivier. Et le commercial est hyper performant et il fait son job. En réalité, ça, c'est une vue de l'esprit. Hybride, le parcours du prospect, du client, est totalement hybride, est totalement à la mesure de chacun. Certains sont très vidéo, sont très téléphone, sont très visio, d'autres pas du tout. Ils ont besoin d'un gars qui vient s'asseoir en face d'eux, parce que c'est compliqué, ça doit les être angoisse. outillé, alors, en fait, est-ce que vous dites, hein, le commerce? Hybride, ça doit se mélanger, ça doit se tisser ensemble et le tissage est différent en fonction de la cible. On parlait tout à l'heure des top managers, on parlait d'un DAF qui n'a pas, par rapport à une offre, toujours la même approche, la même aisance, la même familiarité. Et il faudra faire une hybridation d'une certaine façon. Et puis un DSI, si on parle de sécurité informatique, lui, il est dans son surf sur une évidence, sur des choses qu'il connaît par cœur. Et là, c'est une autre façon de mixer le marketing et le commercial. Ça a accéléré là avec la crise? Qu'est-ce qui est l'hybride, cette notion d'hybridité? Oui, parce que chacun consomme maintenant de façon très différente. Chacun a son cocktail de consommation d'outils, de messages, de contenu. On n'a pas parlé beaucoup de contenu, mais les commerciaux sont aussi impactés par le contenu. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on délivre au prospect, à quoi il a accès comme contenu et à quoi les commerciaux ont accès, parce que parfois ils ne sont pas tout à fait alignés. On le verra avec mon troisième mot-clé. Quel teaser. Le contenu, oui, c'est juste un mot sur le contenu. Vous avez parlé contenu, de toute façon, puisque donner de l'information au commerce, c'est du contenu. Alors aujourd'hui, quand on parle contenu, enfin en tout cas, quand Iria parle de contenu, je pense qu'elle parle plutôt de contenu marketing qui est là pour accompagner le process commercial, pour faire connaître l'entreprise, pour récupérer des leads marketing, donc des gens qui laissent leurs coordonnées dans les formulaires. Aujourd'hui, il y a quand même un sujet clé dans toutes les boîtes et sur lesquels il n'y a pas de réponse simple, c'est, même si tout se mélange, mais où s'arrête le marketing, où commence le commerce? On voit des entreprises qui donnent des objectifs commerciaux au marketing jusqu'à ce que le marketing embauche des téléprospecteurs pour traiter les leads. Parce que si vous êtes directeur marketing et si vos objectifs sont sur un nombre de rendez-vous pris, vous avez envie de maîtriser votre objectif. Donc vous rapatriez chez vous une partie de la fonction commerciale. Inversement, dans d'autres boîtes, on voit des gens qui demandent aux commerciaux de devenir des émetteurs de contenu, de devenir des marketeurs, de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Des ambassadeurs de la marque, oui. Ouais. Et puis après, il y a des entreprises qui essayent de dire, en vrai, c'est compliqué pour un commercial de savoir faire du marketing, de savoir écrire, de savoir publier sur les réseaux sociaux. Si la compétence est là, c'est chouette, mais on ne peut pas baser une organisation sur ce genre de compétences extrêmement rares, malgré tout. Inversement, demander à des équipes marketing de se mettre à qualifier des leads par téléphone, on peut toujours essayer, mais c'est quand même pas évident. Donc voilà, l'hybride, c'est chouette d'un point de vue orchestration. Ouais. Après, il faut bien, en tout cas...
La conviction, c'est qu'il faut bien définir et bien découper les missions de chacun. Mais aujourd'hui, on n'y est pas arrivé, c'est ce que vous dites En fait, aujourd'hui... C'est pas la première fois que j'ai ce débat, donc c'est pour ça que... C'est flou. Aujourd'hui, c'est flou. C'est flou parce qu'on demande... Il y a toujours la guéguerre, marketing, commerce... Alors, soit il y a la guéguerre parce que les objectifs ne sont pas partagés, mais même quand les objectifs sont alignés, c'est tentant de toujours demander aux gens de faire du dépassement de fonction. Sauf que, on l'a vu sur les équipes commerciales, il y a déjà tellement de savoir-faire, de savoir, de technicité à maîtriser. Si on rajoute en plus des compétences plutôt marketing, savoir écrire, savoir poster sur les réseaux sociaux, on arrive à des niveaux d'expertise qui font que... on ne recrute plus personne. Et là, on reboucle avec la première conférence. On ne trouve pas les talents. Là, on n'a pas... Donc c'est pour ça que souvent, on se retrouve à bien structurer et à bien découper les équipes pour confier à des gens dont c'est le métier certaines étapes de spécialisation. Produire du contenu, c'est extrêmement sophistiqué, c'est une spécialité. On peut être sales et avoir ce talent-là. Et alors, tant mieux, mais devenez marketeur, devenez producteur de contenu. Il y a pénurie de bons producteurs de contenu. Et à l'inverse, si vous savez bien adresser au téléphone quelqu'un, le faire parler après un téléchargement d'un livre blanc, ce serait très dommage de ne pas le garder en SDR. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc plutôt, oui, l'hybridation, mais de la spécialisation quand même. Bon, voilà, on avait dit que c'était très tuto aujourd'hui. On est vraiment sur la tuyauterie des ventes B2B. Un mot sur... oui, pardon. L'omnicanalité. C'est-à-dire que lorsqu'on prospecte, on a aujourd'hui plusieurs canaux. On peut en passer un coup de fil, on l'a dit tout à l'heure. On envoie un email sur LinkedIn. On peut même utiliser Instagram parfois. Oui, de plus en plus. Voilà, un SMS. Donc on a un mail... Tout simple, tout à l'ancienne. On peut dire aujourd'hui qu'un mail, c'est à l'ancienne. Ouais, bah oui, voilà. Donc c'est de l'omnicanalité aujourd'hui. Un courriel, oui, c'est vrai. Un courriel. Et nous, nos équipes sont tout à fait formées à cette... En tout cas, les SDR, dont on parlait tout à l'heure, sont formés à cette omnicanalité. Parce qu'on rentre par la porte quand on peut rentrer par la fenêtre, etc. Oui, le commercial, il s'accroche. La collecte des datas, c'est aussi important. Ça reste le moyen ultime pour être performant. Et peut-être un mot aussi sur l'intelligence artificielle pour faire remonter et émerger toutes ces datas de qualité, puisque c'est ça dont il s'agit. Alors l'intelligence artificielle, la data, beaucoup de fantasmes. On a tous le fantasme de la machine magique qui va analyser toute seule l'intégralité des entreprises de France. Vous remontez la liste des top 5 que vous devez appeler aujourd'hui. Avec les bonnes infos, voire va passer l'appel toute seule parce que tant qu'à faire... avec un assistant virtuel qui donnera le rendez-vous. Alors ça existe un peu sur du e-commerce. Ça peut exister. Par contre, dès que vous êtes sur de la vente complexe, l'IA, en fait, c'est simplement l'assistant du commercial. C'est une fonction qui n'existe plus, l'assistant commercial qui va aider le commercial, qui va préparer sa tournée terrain. Il y a quelques temps de ça. Aujourd'hui, les outils vont préparer la tournée, finalement, du commercial en lui compilant des informations clés de manière très lisible, très accessible. Alors, avec des outils... avec des termes très compliqués de sales enablement qu'a présenté Iria. Mais voilà, il y a plein d'outils. Aujourd'hui, on appelle ça de l'intelligence artificielle. C'est souvent plus de l'algorithme, pas vraiment de l'intelligence artificielle. Et après, tout le sujet, c'est effectivement tout ça s'appuie sur la data qualifiée. Et c'est là où arrivent les problèmes parce que c'est compliqué. Ça bouge tout le temps. Il faut passer le timing régulièrement. Pour exactement. Une information qui était juste aujourd'hui peut être fausse demain. Comment vous assurez que la mécanique... et comment vous mettez les ressources nécessaires pour collecter cette data et la maintenir à jour. C'est un métier, ce n'est pas un métier facile. C'est un métier de labeur et de petites mains et d'éternel recommencement. Mais d'ailleurs, ça veut dire aussi que les entreprises elles-mêmes, elles s'appuient sur vous, sur l'innovation, mais elles ont aussi intégré des services data, elles aussi, pour maîtriser aussi leur environnement. Parce qu'en fait, les sources de data explosent. Aujourd'hui, dans un certain nombre de grandes structures, ils ont besoin d'une équipe data dédiée, ne serait-ce que pour reconstituer le portefeuille vendu à un grand groupe. Aujourd'hui, vous appelez Accenture, vous voulez savoir l'intégralité des missions que vous avez vendues à Veolia l'année dernière. Vous avez besoin d'un analyste qui bosse pendant une semaine pour essayer de compiler tout ce bazar. Tout devient complexe, les sources de données explosent. Donc oui, les entreprises internalisent ces fonctions-là. N'empêche qu'elles internalisent, en internalisant ces fonctions-là, elles ont aussi besoin de partenaires qui leur donnent de la data extérieure.
Puis Première partie, deuxième partie. Puis on le rappelle, hein, quand on envoie des mails, il faut aussi les récupérer, hein, parce que ça aussi, c'est pas de tout les envoyer quand on a une base de données, c'est aussi de savoir traiter les retours quand il y en a, et ça aussi, j'imagine que c'est un vrai challenge. Fabrice, vous vouliez dire, est-ce que je vous avais tout dit sur ce sujet-là? On a préparé. Je voulais juste dire sur la collecte de la data, et chez Nomination, ils ont une équipe qui fait ça, c'est que un des collecteurs de la data, je vais être obsessionnel avec le téléphone, hein, je suis désolé, hein, Gilbert. Mais on savait que vous en parleriez. Hein. Voilà. C'est qu'on collecte énormément de data par téléphone. C'est le cœur de notre métier, en fait. Hein. Ouais. Notre métier, c'est de la technicité, des équipes data tech qui utilisent des outils, etc. Mais c'est aussi des gens qui ont des conversations avec des décideurs. Comment je m'assure que Pierre est bien DAF chez L'Oréal? C'est pas parce que c'est écrit sur LinkedIn que c'est vrai. Ah oui. Moi, demain, Gilbert, vous pouvez... je peux changer, hein. Vous pouvez, une nouvelle vie. Par exemple, président d'Epoca. Pourquoi pas? On ne va pas proposer encore. Hein, mais... vous pouvez l'écrire sur Internet, ça sera faux. Et donc, la seule manière de s'assurer de ça, c'est de prendre son téléphone, d'appeler le standard d'Epoca, de demander à parler au nouveau président et de s'assurer qu'en fait, finalement, le nouveau président ne s'appelle pas Gilbert, étonnamment. Peut-être Aujourd'hui, on ne sait jamais. Donc il faut de l'humain. On revient toujours un peu à la même chose. Et c'est tant mieux d'ailleurs, hein, c'est rassurant, parce qu'on a vu des films, hein, catastrophes, où l'humain perdait la main. Et évidemment, ça donnait. Un dernier point avec vous, Fabrice, sur la vente à distance, hein, qui est un phénomène extrêmement impactant aujourd'hui et qui a repris de la vigueur. Incroyablement. Cette crise sanitaire a complètement boosté la vente à distance. Hein. Les commerciaux, d'ailleurs, qui faisaient du terrain, les itinérants, se sont trouvés brusquement en mars 2020 avec un écran et l'impossibilité de sortir, donc il fallait bien qu'ils commercent. Bon, et donc, ils se sont mis à utiliser des outils à distance. Voilà. Ils ont commencé à vendre à distance, y compris des offres à forte valeur ajoutée. Parce qu'en fait, dans la hausse de la vente à distance, que j'appellerais la télévente, je reviens au mot grec télé à distance, hein, c'est ma petite obsession, mais en fait, plus le temps avance, plus la vente à distance concerne des offres qui sont complexes. Oui, avant, c'était des petits produits standards à 1 000 €, quoi. Vous voyez, parlez-nous de l'exemple dont on a parlé en préparant cette émission. Vous vendez du VIE à des petits patrons ou des patrons pour aller prospecter. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Ah oui, zut, alors j'ai fait une gaffe. Mais vous l'avez dit, moi j'ai noté. Hein, qu'est-ce que vous voulez? Un produit complexe, alors. Voilà. Non. On vend les VIE, à distance et par téléphone. C'est un produit à cycle de vente long, complexe. Qui est engageant pour l'entreprise. Et on fait 100% de la vente à distance sans jamais avoir rencontré le prospect. Voilà. Ça, c'est miraculeux, quoi. C'est vraiment une tendance lourde du marché de pouvoir vendre à distance et par téléphone essentiellement, mais pas que. Sur des problématiques complexes. C'est ça qui est intéressant. Cela étant dit, la vente one-shot sur des produits standards continue son succès en B2B et ça marche très bien. On parlait tout à l'heure de titres de restauration. Tu as parlé du mot ticket restaurant qui est une marque, on va dire titre de restauration. Non mais j'y tiens parce que moi j'ai le client concurrent. C'est pour ça. Et donc ça, c'est les produits qui se vendent en one-shot, quoi. Enfin en one-shot, en 15 jours. Quoi. Et des produits qui ne sont pas à très forte valeur ajoutée, à trop grosse complexité. En fait, il y a quand même un truc exceptionnel. Hein, c'est avant mars 2020, il y avait beaucoup de gens qui expliquaient qu'ils ne pouvaient pas vendre sans voir leurs prospects. C'est dingue, ça. Beaucoup de prospects qui expliquaient ne pas pouvoir choisir de fournisseurs sans les avoir vus. Avant mars 2020, 2/3 des ventes chez Nomination impliquaient 1 ou 2 rendez-vous sur place. Depuis mars 2020, on a signé 350 nouveaux clients, on n'en a pas vu un en vrai, on les a vus en visio. Et ça marche aussi bien. Donc c'est un vrai challenge pour les commerciaux de demain, être commercial sédentaire, commercial sur place. Et ça règle là aussi la vie d'une nouvelle population qui sont les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Je ne parle pas des handicapés uniquement, mais pour des raisons familiales. On a envie de rester à la maison, on n'a pas envie de se lever tôt le matin à 7h du matin et rentrer tard le soir. On a une vie familiale et vous savez très bien que maintenant on se donne du sens dans sa vie professionnelle. Et donc la vente à distance, c'est une façon de mieux vivre également. Un directeur financier me disait justement, vous n'imaginez pas les économies qu'on a fait sur les frais généraux depuis 2020. Donc je vois très bien ce que vous voulez dire. Si on peut montrer qu'on peut faire aussi bien sans dépenser, évidemment,
le directeur financier est très heureux. Iria, number 3, la troisième règle d'or pour élaborer sa stratégie B2B. Dites-nous. La cohérence. Ah oui, c'est écrit, vous savez, bien sûr. Ouais, je raye la troisième règle. La cohérence, elle a 2 dimensions. La première dimension, on parlait de multicanalité tout à l'heure avec Fabrice, c'est ô combien juste. La cible, toujours elle, moi c'est mon point de focale, tous les jours, elle est exposée par tout un tas de canaux, avec ses propres préférences individuellement, à tout un tas de messages. Sans froisser personne, dans ma vision des choses, le commercial est aussi d'une certaine façon un canal tout à fait particulier. Et Jean Muller l'a mis en exergue tout à l'heure avec une intelligence totalement remarquable. Mais c'est aussi un canal qui véhicule du message et de l'interaction avec la cible. Imaginez que moi, je suis la cible et que, en fonction du canal, on me dit une chose différente de l'entreprise, où je perçois, où j'ai une sensation. Parce que si le commercial doit avoir une intelligence émotionnelle, le prospect, croyez-moi, il a une intelligence émotionnelle dans l'acte d'achat. Imaginez qu'il ait une sensation différente selon que le message vient du commercial, du site web, du site de e-commerce, du salon professionnel et je ne sais, du marketing automation, parce qu'on parlait de ça. Donc la cohérence, c'est une attention qu'on doit tous avoir, pas seulement le marketing, aussi les commerciaux ou les directions commerciales, pour qu'on ait bien un seul visage. Ça ne veut pas dire qu'on parle de la même façon, que le commercial, il a son langage, et le site web a le sien, et le site de e-commerce a le sien. Mais il faut que tout ça soit cohérent. Et puis la deuxième cohérence, c'est la cohérence de la data. Je voulais la garder pour la fin, parce qu'on voit bien que c'est un leitmotiv autour de nous. Moi, ce qui m'intéresse dans la data, c'est que tous les canaux, tous les acteurs, toutes les équipes, marketing et sales, sont à la fois des consommateurs et des producteurs de data. Et ça, on l'oublie trop souvent. Dans le chaînage qu'on fait, dans la mise en musique entre le marketing et les ventes, le marketing, on voit souvent qu'il oublie d'aller collecter de la donnée qui vient du commercial et qui est vachement précieuse, et inversement. Le commercial oublie, ou parfois les technos sont très en silo, plateforme de marketing automation, en amont le site et ses interactions, à l'aval le CRM, encore à l'aval les sales enablement, les outils de sales enablement. Tout ça est souvent siloté en termes de gouvernance, en termes de techno, etc. Mais si on arrive à aligner tout ça, ce qu'on essaie de faire en permanence avec nos clients, du coup, chacun est à la fois producteur de data et consommateur de data. Et cette data, au fur et à mesure qu'elle avance dans la vie de la relation entre le prospect et la cible, le prospect et l'entreprise, cette data s'enrichit et s'affine, devient de plus en plus pertinente pour qu'au final, et le commercial, quand il est en close-up, en phase de close, et le marketing automation, par exemple, quand il envoie un message très automatisé, comme le énième email, il est super personnalisé. Il est hyper personnalisé, pour voler un mot à ces messieurs. C'est la difficulté, c'est de faire remonter l'information. Parce que le commerce, oui, c'est ça. Centralisé, homogénéisé, parler de la même. Vous seriez étonné du nombre de manières, par exemple, de nommer les entreprises au sein des outils. Le commercial va appeler ça Veolia direction financière parce que lui ne parle qu'à la direction financière. Le marketing va juste appeler ça groupe Veolia. Et il se trouve que juste à cause de cette petite différence d'approche, l'info n'est pas consolidée. Bref, l'enjeu de la data, c'est clairement un sujet de consolidation parce que une fois qu'on a dit qu'il fallait que tout le monde soit aligné, il fallait que tout le monde enrichisse tout le monde, après il y a comment on fait. Et ça c'est vraiment pas évident, c'est même très compliqué. Comment on fait? On demande au téléprospecteur. On demande l'info. On lui dit c'est quoi alors le vrai nom de l'entreprise ou le vrai nom de la fonction de ce monsieur? Téléphone. On a fait, vous vous rendez compte, on est arrivé à la fin déjà de l'émission. J'en perds mon stylo. Merci beaucoup Fabrice. Europhone, on rappelle. Longue vie à Europhone, ça fait longtemps. C'est 34 ans. 34 ans, c'est nomination. C'est une réussite à la française, comme on les aime. Combien vous êtes maintenant? On est 70. 70.
C'est beau. C'est pas mal. Bah ouais, et puis c'est le référent en matière de data. Et puis je ne parle pas d'Iriad RSI qui accompagne de nombreuses sociétés pour le commerce B2B. Voilà, c'était Let's Talk About Sales. Ça fait référence à ce que vous savez, mais j'ai adoré cette émission. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci.